Ce qui est cool quand on filme, c'est qu'en fait, on prépare tout un petit coin pour bien filmer, bien au chaud, bien tout ce que vous voulez. Mais là, je suis assise en tailleur sur un oreiller et tout le reste de ma chambre est en bordel. Et ça, vous le voyez pas. On est des super menteurs. C'est-à-dire que là, techniquement, même mon chat refuse de rentrer dans ma chambre. On va également aussi essayer d'oublier que mon ordinateur a complètement grillé et que donc j'ai peut-être perdu le dernier jet de mon roman. J'ai peut-être perdu absolument tout ce que j'avais travaillé pour cette chaîne courant décembre, dont mon générique, qui bon était pas terrible, hein, il était un peu moche, un peu dégueulasse, un petit peu fait à l'arrache, mais il était mignon quand même, et puis moi je l'aimais bien. Et puis non, personne n'a la haine dans cette maison, tout va bien. Mais on n'est pas triste. On n'est pas au bout du rouleau. Vous voulez pas qu'on parle lecture plutôt? J'avais dit que je le ferais, et je l'ai fait. J'ai enfin lu du V.I. Schwab. Oui, je sais, ladies and gentlemen, je n'arrêtais pas de le crier sur tous les toits qu'un jour je lirais du V.I. Schwab. Et je l'ai fait, vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que je le ferais. La vérité, c'est que de V.I. Schwab, je connais que Shade of Magic, je crois. Et en fait, j'aime pas du tout la couverture française. Et cette couverture française m'a tellement rebutée que je me suis mis dans ma tête que je ne lirai jamais du V.I. Schwab. Sauf que Vicious est sorti avec toutes ces reviews, tout ça, nanana, et vous m'avez quand même donné envie de lire du V.I. Schwab. Ouais, vous avez eu ce pouvoir. Et je vous en remercie. Vicious de V.I. Schwab, c'est le premier bouquin que j'ai lu cette année, et je crois que je lui ai donné 5 étoiles. C'était merveilleux. Vous avez déjà, je voudrais savoir, pour toutes les personnes qui écrivent, qui passent sur cette chaîne, si vous avez déjà ouvert un livre et dès le premier chapitre, vous avez su que vous alliez être jaloux ou jalouse du début à la fin. Ça m'avait pas fait ça depuis un moment. La dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était quand j'avais lu Les Sœurs Carmine, et quand j'avais lu, d'ailleurs j'ai toujours pas lu le tome 3, et quand j'ai lu La Faucheuse de Neal Shusterman, le tome 1. Le tome 2, pas tant que ça, mais le tome 1 de Neal Shusterman et Les Sœurs Carmine, quand j'ai ouvert ces bouquins, je me suis dit, putain, mais en fait, Cécile, c'est ça que tu veux écrire. Et c'est ça que tu n'écriras jamais. La jalousie est énorme, surtout au niveau du vocabulaire, au niveau de la manière dont les personnages sont écrits. C'est phénoménal comme bouquin en fait. J'ai ri devant ce livre. Alors pour vous, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais en fait, il faut le remettre dans le contexte. Déjà, je ris pas beaucoup quand je lis. Moi, quand je lis, ma tête, elle reste comme ça. C'est pas que j'aime pas ce que je lis, mais ça se voit pas plus que ça sur mon visage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à cause des grèves, j'ai dû aller sur mon lieu de travail, enfin, pas loin de mon lieu de travail, avec 4 heures d'avance, avec mon travail étant fermé. Donc du coup, il a bien fallu que je m'occupe pendant ces 4 heures, toute seule, dans un McDo, avec de l'anxiété et l'envie d'y passer un petit peu. Et donc j'ai décidé de lire. Et dans tout ce contexte, dans toute cette situation où j'étais à 2 doigts de la crise de panique, dans un endroit bondé, qui puait la mort, parce que les McDo, on peut pas dire que ça sent bon quand même, pour aller à un boulot qui me donne encore plus d'anxiété, et ce bouquin a réussi à me faire rire. Alors c'était pas des grands rires aux éclats, mais les dialogues sont tellement bien écrits, l'ironie, le sarcasme, les personnages sont phénoménaux, que ça m'a fait sortir des petits bruits comme ça qu'on a tous honte d'avoir fait une fois qu'ils sont finis. Vicious, c'est un super univers qui est super bien expliqué, qui est super bien écrit et qui surtout a des personnages en béton armé. C'est un truc de ouf. J'ai jamais autant, je crois, apprécié des personnages dans une lecture de toute ma vie. Et en fait, je déconne même pas, c'est-à-dire que je suis une très très grande fan de La Faucheuse de Neal Shusterman, mais en fait je suis pas tant fan que ça des personnages dans La Faucheuse. C'est surtout l'univers que j'adore et la manière dont ça a été écrit et traduit. Et quand j'ai lu Vicious, mais ces personnages c'était phénoménal. On comprend des deux côtés pourquoi ils se battent, pour quelles raisons, parce que c'est l'histoire de 2 amis ennemis, enfin voilà, je vais essayer de pas spoiler, il y a quelques bouquins que je vais spoiler, mais je vais essayer de pas spoiler celui-là. Et c'est trop bien en fait, parce qu'on comprend les deux côtés, pourquoi ils agissent comme ils agissent, qu'on soit d'accord avec eux ou non, et c'est génial. La fin est super prévisible par contre, hein. Pas de spoiler, hein. Mais moi la dernière phrase, je savais qu'elle allait arriver. Un petit peu dommage, mais j'ai quand même mis 5 étoiles. Il faut lire Vicious, faut le faire, c'est une claque dans la gueule en fait ce bouquin, je m'attendais vraiment pas à ça en fait quand j'ai acheté le livre. Honnêtement moi j'ai acheté le livre parce que tout le monde en parlait et parce que la couverture est badass quand même.
toujours l'impression que mes reviews, elles veulent rien dire, que ça a aucun sens, que ça ne donne pas envie de lire. Mais honnêtement, c'était vraiment voilà, une énorme claque dans ma tronche. C'est fluide, c'est logique, même les moments où ça se tape sur la gueule, on comprend tout ce qui se passe, on a envie de continuer à lire. Il se lit super vite d'ailleurs, moi je trouve. Les sauts dans le temps, moi j'aime pas trop quand il y a des sauts dans le temps, c'est des flashbacks, des machins, c'est super fluide, on comprend tout ce qui se passe, et on a non seulement des personnages intéressants, bien écrits, et qui ont de la tchatch, et qui sont réalistes malgré l'univers dans lequel ils évoluent, mais en plus, comment dire, c'est des personnages attachants, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc, oui, c'est pas des petits jeunes de 15 ans, c'est pour ça que je me suis posé la question sur quel public était visé. Ce sont des adultes en fait. Ce sont des adultes et ça gêne pas. On peut écrire pour des adultes parce que en fait moi j'ai appris que ce bouquin là en fait il était catégorisé comme adulte, je crois que c'est Nadège qui me l'a dit, comme adulte aux États-Unis ou en tout cas dans les pays anglophones parce que je sais pas si le pays choix vient des États-Unis mais en tout cas dans là on va y arriver. V.E. Schwab a catégorisé ce livre et les librairies de là où elle vient ont catégorisé ce livre comme un livre adulte. Et nous, il est directement passé en young adulte chez nous, qui est violent. Oh oui, il faut que je parle d'un truc. Il est directement passé en young adulte chez nous, alors que les personnages ont 32, 35 ans, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que non, il faut qu'on ait le même âge que nos personnages parce que sinon, on peut pas se retrouver en eux. Moi, je me retrouvais bien en eux, pas dans tout parce qu'il faut pas déconner, j'ai pas l'intention de buter la moitié de la ville, mais il y avait des phrases, des moments, des trucs qui étaient dits où ouais, si, c'était humain en fait. Gros trigger warning en fait, qui m'a surtout fait demander si c'était pour adultes ou pas. Énorme trigger warning. Il y a 3 scènes de suicide dans ce livre, 3 si je me dis bien, qui sont très bien détaillées. Il y a une raison pour laquelle elles sont là, c'est pas du tout pour du shock value, c'est pas du tout pour voilà, mais il n'y a pas de trigger warning. Hein, ce serait sympa parce que ça a pas fait du bien et vous pouvez les sauter en fait. Les lire ne pas les lire pardon ne changera rien à votre lecture. Vous savez ce qui se passe, vous savez pourquoi ça arrive. En fait, c'est juste des gros pavés de description où sont décrits comment ils font et ce qu'ils ressentent. Voilà. Ça apporte au livre, c'est très bien écrit, mais la respiration, elle s'excite un peu, donc c'est des passages qu'on peut sauter, sans problème. Et encore une fois, ce serait sympa de foutre des trigger warnings dans vos bouquins. Deuxième livre que j'ai lu cette année, et que j'ai lu dans la même... D'ailleurs, je vous ai pas montré, Vichus, il est là. Hop là, puis je vais vous parler de celui-là, du coup. Que j'ai lu juste après Vichus, le même jour, dans le McDo, Heartstopper, de Alice Oseman. Alors j'ai lu Silence Radio de Alice Oseman et je vais aller contre le flow en fait. J'ai pas aimé Silence Radio. Enfin, j'irais pas juste à dire que c'était une daube, nanana, c'était nul, ne lisez pas du Alice Oseman. Moi, ça m'a pas parlé. Peut-être que j'étais peut-être pas dans le mood pour en lire en fait. Mais non, ça m'a pas parlé plus que ça. Je comprends l'intérêt du livre et pourquoi il est important et pourquoi on devrait traduire et diffuser beaucoup plus de livres dans le style de ce qu'Alice Oseman écrit. Mais moi, ça m'a pas parlé. Mais j'avais bien envie de lire Heartstopper parce que, pourquoi pas, j'ai envie de commencer à lire des romans graphiques. Et j'avais commencé à lire des comics l'année dernière, mais bon, voilà, c'était sympa, mais voilà. Et en fait, j'ai mon amie Pauline qui arrête pas de parler d'Heartstopper, et je connaissais déjà toute l'histoire, mais je me suis dit, pourquoi pas, t'as des petits sous, le Papa Noël, il t'a apporté des sous, du coup, tu peux t'acheter Heartstopper. Et du coup, je me suis acheté Heartstopper, et c'était super mignon, en fait. Et en fait, il n'y a rien d'autre à dire sur Heartstopper en dehors que c'est super mignon. Parce qu'honnêtement, ce genre d'histoire, enfin non, pas ce genre d'histoire, parce qu'on a quand même une histoire de coming out, on a quand même une histoire d'orientation sexuelle, mais ce genre de couple qui se parlent de cette manière, qui agissent ensemble comme ça, c'est des couples hétéros qu'on voit dans absolument tous les bouquins, partout, dans tous les livres, dans tous les films, dans toutes les séries. Et du coup, c'est ce genre de... comment dire, quand nous, donc les personnes LGBT, on a ce genre de représentation, on nous dit « Ah, mais c'est trop mielleux, c'est trop gnangnan, pourquoi vous voulez ça, nanana », alors que on a ça partout avec les couples hétéros. Mais à partir du moment où c'est fait avec des couples gays, ou des couples lesbiens, ou des couples où l'un d'entre eux est bisexuel, pansexuel, ou asexuel, tout ce qu'on veut déjà, à un niveau représentation, là on n'a pas grand-chose. Hein. Quand on a ce genre de couple, en fait, si nous on veut les mêmes petites romances cucu et à la con qu'ont les hétéros, en fait. En gros, si on veut englober l'histoire qui est en train de se mêler dans ma tête, on veut les mêmes. Et en fait, je vais commencer à me dire que
La principale raison pour laquelle je déteste autant la romance, pas que je déteste, mais que je suis pas attirée par la romance, c'est parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de romance dans lesquelles je me suis personnellement retrouvée. Parce qu'en fait, moi j'ai bien aimé lire ce genre de... Celui-là, on va le mettre à l'endroit. Moi j'ai bien aimé lire ce genre de livre. Et c'est quand même intéressant que je dise que j'aime pas la romance, mais qu'à chaque fois dans les romans que j'écris, il se trouve qu'il y a une romance. Entre deux filles. Ah, c'est qu'en fait le problème ne vient pas de ce que je pense de la romance, ça vient de la représentation qu'on n'a pas. C'est tout mignon, la fin est prévisible, le début est prévisible, le milieu est prévisible, ça reprend des clichés de la romance qu'on a vu, mais alors, partout, mais c'est trop bien et c'est trop mignon, et les dessins sont super sympas en fait, parce que ça casse pas trois pattes à un canard, mais je saurais pas le reproduire, et c'est vraiment suffisant en fait. C'est très simple, très épuré, très... voilà, et je trouve que on ressent pas trop le décalage entre l'école anglaise et les British, Alice Oseman. J'ai fait aucune recherche avant cette vidéo, ça se voit ou pas? On ressent pas de décalage en fait entre l'univers des adolescents britanniques et l'univers des adolescents français. Voilà. Maintenant, si la prochaine fois on pouvait avoir deux filles, oh, ça serait encore mieux. Maintenant, on attaque les livres que je n'ai plus et on va commencer par... Enfin, que je n'ai pas, tout simplement. Et on va commencer par La mort n'est qu'un début. Si j'arrive un jour à monter cette vidéo, à trouver un ordinateur pour monter cette vidéo, je mettrai une image ici. Et d'ailleurs, il faut que je... Enfin, il faut... En fait, je connais pas les règles, mais ce livre, La mort n'est qu'un début, sort le 21 janvier. Donc, il vaudrait mieux que je ne poste pas cette vidéo avant le 21 janvier, je suppose. Je l'ai lu en service presse à la librairie où je travaille. En fait, il y a eu un dimanche matin où j'ai travaillé et où il y a eu personne dans mon rayon. Pendant plusieurs heures. Et c'est très long. Et du coup, comme j'étais toute seule dans mon rayon à m'emmerder, eh ben j'ai fouillé les placards de mes collègues, j'ai fouillé mon poste de travail que je découvre encore, et j'ai trouvé tous les services presse, et j'en ai lu un. Et j'ai lu La mort n'est qu'un début. C'était une lecture très intéressante, c'était une lecture très agréable, très rapide, avec un personnage principal, le personnage de Beth, qui est vraiment très attachante. Le personnage de Capture aussi est super attachante. Moi j'aimerais beaucoup, parce que moi j'ai lu donc la version française, j'aimerais beaucoup jeter un œil à la version originale. Parce que dans ce texte, quand Capture parle et Capture raconte son histoire, ça ressemble à de la poésie, ça ressemble à de la musique, c'est écrit de manière très, vous savez, comme des vers, et j'aimerais savoir s'il y a eu des rimes à un moment donné, parce que moi le manque de rimes m'a un peu dérangée. Donc je suppose que vous aviez déjà entendu parler un peu de Vicious et Darkstopper, mais vous avez peut-être pas entendu parler de La mort n'est que le début. En fait, La mort n'est que le début, c'est l'histoire d'un flic et sa fille. Il se trouve que cette fille est morte, et le flic la voit, il voit son fantôme. Et il se retrouve affecté à une affaire un petit peu bizarre d'un incendie, je crois. Oui, c'est un incendie, où il n'y a qu'une seule témoin. Et cette témoin, elle était complètement défoncée ce jour-là, elle se rappelle de rien. Et c'est très très difficile de l'interviewer. De l'interroger, pardon. Et en fait, au début du livre et au cours de cette enquête, on se rend compte que cette fille-là, elle peut également voir le fantôme de Beth. Alors que jusque-là, eh ben, il y avait que son père qui pouvait la voir. Et il y a tout un côté très métaphorique, tout un côté très croyance et très spirituel. Voilà, et c'était très beau. Et mon seul véritable problème avec ce livre, et je vais le dire, c'est parce qu'en fait moi j'adore les histoires de fantômes. Il y a quelque chose que... Faut que vous me disiez dans les commentaires en fait si vous trouvez ça logique ou pas, si c'est à moi que ça dérange. Le père de Beth n'arrive pas à... Enfin, est malheureux et déprimé, dépressif carrément, en pleine dépression, en pleine descente, parce que bah sa fille est morte. Le souci étant qu'en fait, elle est toujours là. Il fait pas son deuil en fait, parce que bah elle est là, et j'arrive pas à comprendre toute cette tristesse qu'il ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Il devrait pas, enfin, je sais pas du tout comment ça fonctionne, voilà, le deuil, c'est pas quelque chose qui m'a encore frappé de plein fouet. Personnellement, j'en ai pas encore fait l'expérience à cette échelle. Donc, le truc, en fait, c'est que j'ai du mal à voir le père de Beth comme étant en pleine dépression à cause de la mort de sa fille, alors qu'elle est toujours là, elle lui parle tous les jours. Ils vivent leur vie, techniquement, enfin... Elle reste avec lui, ils discutent, elle l'aide dans ses enquêtes, elle est constamment là. Donc du coup, en fait, cette notion de perte...
C'est-à-dire, il peut plus la toucher, évidemment, il peut plus, enfin, il se sent coupable parce qu'il pense qu'il aurait pu la sauver, blablabla. Ça, c'est des sentiments que, ok, je peux complètement voir, comprendre et visualiser. Mais du coup, en fait, techniquement, il n'a pas encore fait son deuil, il n'a pas eu besoin de la faire parce que il l'a pas perdue, elle est toujours là. Et donc, c'est un truc que j'ai un peu de mal à voir. C'est un, voilà, peut-être c'est juste moi qui ai pas compris, peut-être que c'est juste moi qui, c'est pas ce que c'est pas ce que ça fait, donc peut-être dans les commentaires, vous pouvez soit, voilà, donner votre avis sur le sujet. Voilà. Ensuite, j'ai lu 2 autres romans graphiques. Parce qu'en fait, des fois, je suis relayée au rayon bande dessinée. Bande dessinée, roman graphique. Le souci étant que je n'ai jamais ouvert une bande dessinée ou un roman graphique de ma vie, et donc quand les gens me demandent des conseils, je pleure un peu. Non, du coup, comme le rayon bande dessinée, il n'y a pas un chat non plus en ce moment, je prends un livre ou 2 et je lis. Et donc du coup, j'en ai pris 2 qui sont complètement différents. J'ai pris L'Internet de la haine, c'était très bien, et c'était, comment dire, très frappant. Internet de la haine, c'est une étude, en fait, c'est des témoignages de femmes en tout genre qui se sont fait harceler sur Internet, souvent parce que elles ont eu des propos féministes. Ça parle non seulement de la violence des propos, hein, mais qui sont portés, mais également du fait que on nous aide pas, en fait, que porter plainte ne marche pas forcément, qu'on n'a pas la justice de notre côté. La première petite bande dessinée, la première petite histoire qu'il y a, ce sont des animaux, en fait, et c'est deux lapins qui parlent, je crois. Il me semble que c'est 2 petits lapins qui sont habillés comme des humains, tout ça, qui parlent, et où la première dit moi je pense que les chats et les lapins, ils devraient gagner le même salaire pour le même travail. Et ce petit lapin, il se fait défoncer la gueule, il se fait insulter, il a les tripes qui lui sortent. Voilà, donc on le revoit remettre ses tripes à l'intérieur et dire que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Et il y a son autre ami lapin qui lui dit ah bon, c'est pas la première fois, mais du coup, t'as pas pensé à fermer ta gueule? Enfin voilà, mais pas forcément de manière méchante, genre ferme ta gueule, mais genre si tu sais que tu vas te faire attaquer, pourquoi tu l'ouvres? Et en fait, ça c'est le prologue, parce qu'après ce sont des témoignages de femmes, de vraies femmes, de la vraie vie, qui se sont vraiment fait attaquer, et ça explique tout ça. C'est des femmes qui, parce qu'elles ont dit quelque chose d'un peu politique, parce qu'elles existent, tout simplement, se sont pris une déferlante de haine sur Internet, jusqu'au point où des gens les ont insultés dans la rue, des gens ont trouvé leur numéro de téléphone et les appelaient quotidiennement. Il y a une femme, une d'entre elles, où elle retrouvait son visage sur des images pornographiques, des gens qui appelaient leur patron, des gens qui, enfin voilà, où ça allait vraiment très loin, à la base pour un article, pour une parole, pour un tout ça qui non seulement reflétait la société, mais qui en plus ne devait pas recevoir une telle... En fait, c'est pas simplement de la haine ou simplement un commentaire négatif, c'est du harcèlement, et c'est très violent. Et il y a vraiment des passages qui étaient vraiment horriblement violents. Moi, celui qui m'a le plus frappé, c'est celui donc je ne sais plus laquelle c'était, qui avait reçu comme menace un truc du genre « Les filles comme toi, il faudrait pas qu'elles se reproduisent, on devrait lui arracher l'utérus ». Au bout d'un moment, cette femme, elle est allée porter plainte. Et il n'y a pas eu de suite, en fait, parce que le flic en face d'elle lui a dit mais vous pensez quand même pas qu'ils vont venir vous arracher l'utérus quand même? Et du coup, elle parlait également de cette honte qu'elle avait ressentie de penser que ouais, il y avait peut-être un mec qui allait venir lui arracher l'utérus, et elle s'est sentie honteuse de penser que ça pouvait arriver, alors que cette violence, elle est réelle. C'est pas juste... Voilà, et donc du coup, c'était très intéressant à lire. Les dessins étaient très jolis et très différents d'un témoignage à l'autre. Et voilà, c'est une lecture que je conseille. Et enfin, le dernier que j'ai lu donc hier, je crois. La vie hantée d'Anya. La vie hantée d'Anya. J'essaierai de mettre une image aussi. La vie hantée d'Anya. À la base, c'est une histoire pour enfants. C'est classifié en tout cas chez moi en jeunesse. C'est sur une jeune fille lycéenne qui découvre qui n'arrive pas trop à se faire sa place au lycée, qui se rebelle un petit peu, qui a des rondeurs qu'elle assume pas, et qui en plus, elle est russe, et donc elle a beaucoup de mal à s'intégrer dans son lycée parce qu'ils sont 2 Russes à tout péter dans son lycée, et que voilà, elle restera toujours un petit peu l'étrangère, tout ça.
Et un jour, cette jeune fille, eh ben, elle se perd dans la forêt et elle tombe dans un trou. Dans ce trou, eh ben, il se trouve qu'il y a un squelette et avec le fantôme de ce squelette. Et elle se lie d'amitié avec ce fantôme parce que cette jeune fille, Émilie, elle a l'air, même si elle est morte, elle a l'air de la comprendre. Et le but, c'est de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle est morte et surtout, qu'est-ce que veut vraiment ce fantôme. Est-ce que ce fantôme veut vraiment juste être son amie parce que elle s'y est attachée. On commence déjà par dire que j'aime énormément le dessin. C'était super simple, c'était des jolies couleurs, violettes, noires, bleues, c'était très harmonieux. Je dirais même qu'en fait je dirais pas qu'on n'avait pas besoin du texte, mais disons que si le texte avait été retiré, je trouve que les images parlaient d'elles-mêmes beaucoup pour ce roman graphique. Que c'est une histoire très réaliste malgré toute cette histoire de fantôme. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient se reconnaître dans Anya et dans son parcours et dans la manière dont elle se sent. Elle se sent un petit peu à l'étroit, à l'extérieur de tout ce monde, de ces gamins qui sont absolument parfaits, nanana, et de sa mère qui la comprend pas forcément, et puis voilà, parce que c'est une adolescente et tout ça. Et non, voilà. C'était très réaliste malgré l'histoire de fantômes. Et moi j'aime bien les histoires de fantômes qui tournent mal, mais ça j'ai déjà dû vous le dire. Parce que oui, ça tourne mal. La seule raison pour laquelle j'ai pas mis une 5e étoile, parce que j'ai mis que 4 étoiles, c'est le personnage d'Elisabeth. Et en fait, du coup, là, on va mettre un gros spoiler sur le personnage d'Elisabeth. Parce que le personnage d'Elisabeth, enfin, le personnage pour lui-même, et ce qu'ils ont fait du personnage d'Elisabeth, et ben moi, ça me rend triste. Elisabeth, c'est la fille dont Anya est éperdument jalouse. Parce qu'Elisabeth, elle est parfaite. Elisabeth, elle est belle, elle a des bonnes notes, elle a le petit copain parfait, c'est le garçon sur lequel Anya craque, voilà. Et en plus, elle est gentille, c'est-à-dire que c'est même pas cette horrible fille qui est parfaite et qui en plus s'en prend au personnage principal. Non, elle est adorable, elle est trop mignonne. Il y a une fois où Anya, elle tombe et Elisabeth, alors que tout le monde se fout de sa gueule, Elisabeth, c'est la première qui vient la voir. Genre, ça va, tu t'es pas fait mal? À un moment, ils vont à une soirée ensemble et Elisabeth, elle en a rien à faire que son copain fasse un détour pour aller chercher Anya, qu'elle connaît à peine, pour pouvoir l'accompagner à cette fête. Elle est trop mignonne, elle lui dit en plus « Oh, t'es trop jolie » et tout. Et c'est vraiment une fille, c'est la fille parfaite dont Anya est jalouse uniquement parce que elle est parfaite et que Anya, elle aimerait bien être cette perfection et elle aimerait bien avoir le petit copain d'Elisabeth. Et en fait, on se rend compte à cette soirée que Elisabeth, elle a beau être parfaite, mais elle va pas bien. C'est-à-dire que son copain, c'est un énorme connard. C'est le plus gros des enfoirés. À un moment, Anya monte un escalier à la recherche justement du dit garçon, qu'elle essaye quand même de draguer alors qu'il a une copine, mais ça c'est autre chose. Une copine qui lui a rien fait en plus. Enfin, même si elle lui avait fait quelque chose, mais enfin bref. Et donc elle monte cet escalier à la recherche de ce garçon et elle tombe sur Elisabeth qui garde une porte. Et elle lui dit, Anya lui demande est-ce que tu as vu Sean, et elle dit non, Sean il est pas là, nanana, nanana, et on comprend très bien qu'en fait Sean est derrière la porte et Sean est en train de se taper une autre meuf qu'on ne sait pas si elle est sobre ou pas, c'est pas dit, hein. On va dire qu'elle est sobre, hein, mais il est en train de se taper une autre meuf et en fait il force Elisabeth à faire le guet devant la porte et il l'engueule parce que Anya est là et que donc elle a pas fait le guet correctement et même devant Elisabeth, il propose à Anya, si tu veux, tu peux nous rejoindre à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et on a ce décalage en fait entre le fait que Sean jusque-là c'était le mec parfait et Elisabeth c'était la fille à abattre, alors qu'en fait Sean c'est un gros connard et qu'Elisabeth elle est complètement perdue dans le fait qu'elle est amoureuse de Sean et que du coup elle se rend pas, enfin elle a l'air de se rendre compte que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais elle est tellement amoureuse que elle le fait quand même. Elle est perdue dans cette boucle toxique, dans cette relation toxique avec ce mec. Et c'est la dernière fois qu'on voit Elisabeth. C'est-à-dire que Anya se barre. Voilà, elle laisse Elisabeth là et Sean et la meuf là. Anya se barre et on ne revoit plus Elisabeth une seule seconde jusqu'à la fin. Cette scène, en fait, elle sert principalement à ce que Anya voit qui est Sean pour de vrai. Et c'est là que ça crée l'énorme retournement de situation avec le fantôme. Voilà, je ne vais pas tout spoiler de pourquoi, nanana, nanana. Mais sans cette scène, en fait, l'intrigue ne se débloque pas. Et l'intrigue se débloque très bien, on comprend très bien pourquoi ça se débloque et pourquoi cette scène devait exister. Le souci étant que on ne revoit plus Elisabeth, en fait. Qu'est-ce qui arrive à Elisabeth? On nous a fait tout ce petit développement de personnage, en fait, où elle passe de la fille parfaite, qui a la vie parfaite, qui doit être la plus heureuse des femmes, à nous montrer que non, en fait, c'est pas parce que toi, tu vois qu'une fille est parfaite que tout va forcément bien dans sa vie. Ce développement, qui en fait est logique, qui est humain, qui est compréhensible, je crois, qui est compréhensible,
pour qu'en fait, au final, on ne revoie plus jamais cette fille et que Anya, en fait, c'est tout, ça te fait aucun effet. C'est bon, tu t'es barré et puis Elisabeth, c'est fini, tu t'inquiètes même pas un petit peu pour elle. Elle t'a amené à la soirée quand même. Enfin, je sais pas, elle t'a dit que t'avais une jolie robe. Raccompagne-la chez elle, je sais pas, fais un truc. Et du coup, moi, je m'attendais à ce qu'à la fin, Anya et Elisabeth soient amies. Parce que moi, je trouvais ça bien de montrer que déjà, on peut s'en sortir de cette relation toxique, qu'elle fout un coup de pied à Sean et que voilà, ces deux filles, un peu de girl power, tu vois, on se battait pour le même mec, mais au final, on est amis. Et qu'on montre que deux filles qui sont de deux mondes complètement différents peuvent très bien s'entendre entre elles, en fait. Mais non, on n'a pas ça. Actuellement, je suis en train de lire lui, là. Vous voyez pas là? Oh, je vais y arriver. Oui. Les aventures d'un apprenti gentleman. Pour le moment, j'aime bien ma lecture. Et ensuite, il faut que je lise La Passe Miroir, qui est juste là. Et j'essaye de me procurer le Prieuré de l'Oranger, mais le Prieuré de l'Oranger, il coûte une blinde, en fait. Donc, voilà. C'était mes premières lectures du mois de janvier. Je sais pas quand vous aurez cette vidéo. Si jamais un jour vous l'avez, sachez qu'aujourd'hui, on est le 9, le 10 janvier. Je sais pas quel jour on est, mais on est au début du mois de janvier. Donc, j'ai encore le temps d'élire d'autres livres. Voilà.